Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Dans la vidéo précédente, on a un petit peu vu l'architecture et les étapes de démarrage d'un système d'exploitation de type Unix. Donc on a pris l'exemple de Linux pour certaines choses. Et dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la VM qu'on avait montée la dernière fois, donc on avait installé dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien dans la description de cette vidéo. On avait donc installé le virtualiseur Oracle VirtualBox et on avait installé une VM, donc une virtual machine, en installant la distribution Oracle Linux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en main tout ça. On va faire des pré-paramétrages qui vont nous permettre, par exemple, de sortir sur Internet. Parce que là, il faut savoir que en démarrant la VM, on va pas pouvoir sortir sur Internet. On va aussi régler l'affichage, la résolution de l'écran, parce que autrement, on va rien voir sur du 800 sur 600. Et on va faire d'autres petits paramétrages qui vont nous permettre, dans les vidéos suivantes, d'aller plus loin, de voir un petit peu comment fonctionne ce système d'exploitation. Alors, ici, on se retrouve sur la fenêtre d'accueil du virtualiseur Oracle VM VirtualBox. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques VM, hein, j'en ai utilisé quelques-unes pour le travail, donc on va les ignorer pour l'instant. Et on va prendre celle-ci. Sachez que j'ai eu un petit problème au niveau du redémarrage, au moment plutôt du redémarrage de ma VM. Ça fait longtemps que j'avais pas redémarré cette VM, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on a fait la playlist Linux, et du coup je l'avais pas redémarré. Et au moment de la redémarrer, j'ai eu un petit problème, j'ai été obligé d'en recréer une autre au moment du boot. Alors je sais pas trop pourquoi, c'est la première fois que j'ai ce genre d'erreur sur Oracle VM VirtualBox. Donc je vais vous passer les détails, hein, je vais vous montrer le log et les erreurs que j'ai eues. C'est pas très important, j'ai fait des petites recherches sur Google, j'ai pas trouvé grand chose de très satisfaisant. Donc du coup, tout simplement j'en ai recréé une autre pour l'objectif de cette vidéo. Donc du coup ici on a notre VM, donc je lui ai mis les mêmes ressources qu'on avait mis au début dans la première vidéo sur l'introduction du système d'exploitation Unix Linux. Vous voyez, j'ai mis 4 Go de RAM, j'ai mis 2 processeurs, j'ai mis je crois 50 Go de disque, quelque chose comme ça. Bref, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lancer, on va revenir immédiatement dans cette VM, et avant de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les commandes Linux, les commandes Linux ou les commandes POSIX, les file systems, les possibilités, les paramètres et les choses qu'on peut faire sur le GUI, donc GNOME, avant de rentrer dans les détails de tout ça et voir un petit peu plus en profondeur ce dont le système d'exploitation Linux qui est basé sur Unix est capable de faire, on va déjà faire les pré-paramétrages, c'est-à-dire les choses en fait qui vont nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Déjà, la première chose qu'on va faire, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que là c'est un peu catastrophique, c'est la résolution de l'écran. Donc pour changer la résolution de l'écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Activités. Ici, donc c'est vraiment tout petit pour l'instant, je sais, je vais essayer de zoomer au montage et que la qualité soit pas trop pourrie, mais pour l'instant on est obligé de faire ça, on est obligé de passer par là pour pouvoir ajuster la résolution. Donc là vous avez des petits points comme ça, une sorte de menu de petits points, il y a marqué afficher les applications, vous allez cliquer dessus. Et là, donc vous voyez que c'est pas très beau, hein. La résolution fait que les lignes sont un petit peu tronquées, on a des lignes qui s'étalent sur plusieurs colonnes, vous voyez, c'est coupé en plusieurs, enfin c'est plutôt des colonnes qui sont tronquées sur plusieurs lignes. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Paramètres. Ensuite, dans Paramètres, on va se rendre dans Écran, ici. Et là, on va changer la résolution. Alors moi, j'ai un écran en 2K, 2560 sur 1440, il me semble. Mais j'avais déjà essayé de mettre cette résolution-là, il y a des petits soucis. Donc, je pense qu'on va choisir, on va opter pour une option, on va dire, assez universelle. On va prendre du Full HD, du 1920 sur du 1080 en 16/9. Donc là, on fait OK, donc on sélectionne cette option-là, on fait appliquer. Et là, vous voyez, donc garder ses paramètres d'affichage, on conserve les modifications. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc ici, on a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut s'assurer que notre VM sort sur Internet parce qu'on va avoir énormément besoin d'utiliser Internet, ne serait-ce que pour installer par exemple des programmes, des packages, on appelle ça en Linux, qui vont nous permettre d'effectuer diverses tâches. Donc pour ce faire, bon là spoiler alerte, notre VM elle sort pas sur Internet, vous allez comprendre, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc ici, on va ouvrir ce qu'on appelle un terminal, donc là vous faites Activité. Ici en bas vous avez Terminal, donc vous cliquez dessus.
Donc là, on a un terminal qui s'ouvre. Là, vous voyez pas grand-chose, donc on va zoomer dans notre terminal. Alors le raccourci CTRL-SHIFT+, là, il marche pas. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça fonctionne, mais là, je sais pas si c'est le virtualiseur ou la version de GNOME ou la version du terminal qui fait que ça ne fonctionne pas, CTRL-SHIFT+ et CTRL-SHIFT-. Mais il y a une autre solution, si vous voulez zoomer, vous allez dans la barre de menu ici et vous faites plus. Bon, c'est pas très pratique parce qu'on est obligé de répéter l'opération plusieurs fois. Donc je veux zoomer encore une fois ou deux. Voilà, là ça devrait être correct. Donc là on réduit la taille de la fenêtre. Et là vous devriez pouvoir voir, on va dire un petit peu mieux. On va zoomer juste encore un petit peu, voilà, comme ceci. Donc là ce qu'on va faire pour vérifier qu'on sort sur internet, et vous allez voir que c'est pas le cas, on va faire un ping. Donc la commande ping, c'est une commande en rapport avec le protocole ICMP, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet en fait d'effectuer ce qu'on appelle un handshake avec le serveur cible et de voir s'il répond. Et si c'est le cas, ça veut dire que on sort sur internet. On va tester de faire un ping vers google.fr, donc les serveurs Google. Là, donc www.google.fr, je fais entrer. Bon, et là, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Hein. Vous voyez, le prompt attend quelque chose. Enfin, il attend. Non, il est en train d'exécuter notre instruction. Mais vous allez voir qu'il va nous renvoyer une erreur. Voilà, ping google.fr, service non ou service inconnu. Donc là, vous voyez, quand il dit ça, c'est que le ping n'est pas passé, n'a pas marché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette fenêtre-là. On va aller dans les options de notre virtualiseur. Donc vous revenez dans Oracle VirtualBox, ici. Donc, on va aller dans les configurations. Pour aller dans les configurations de notre VM, on a deux solutions. Soit on appuie là, donc là on s'assure d'être sur la bonne VM, parce que si j'appuie sur configuration en étant ici, je vais rentrer dans les configurations de Web Portal OL 9. C'est pas ça que je veux faire. Je veux rentrer dans les paramètres, dans la configuration d'Oracle 9.2, ici la VM qui est en fonction et qu'on utilise. Donc soit on fait ça, soit on fait clic droit, configuration. Bon, peu importe, vous cliquez. Et là, on arrive donc dans les paramètres, on va se rendre dans le réseau. Donc vous voyez sur la gauche, dans cette colonne-là, vous avez toutes les options, tous les paramètres différents, triés par, on va dire, type de paramètres. On va aller dans réseau ici. Et là, dans le mode d'accès réseau, par défaut, on est en NAT. On va changer ça, on va mettre accès par pont. Accès par pont, donc ici, on va avoir au niveau du nom de l'interface qui est utilisée par notre connexion réseau, on va dire, celle qui est utilisée par notre VM. On a le choix entre plusieurs choses. Donc là, en fonction de ce que vous avez sur votre machine physique, vous allez avoir une liste déroulante de cartes Ethernet ou de cartes Wi-Fi que vous pouvez utiliser ou d'adaptateurs. Ici, il s'avère que, par exemple, moi j'ai installé ProtonVPN sur ma machine. Là, vous voyez que ProtonVPN utilise un adaptateur virtuel pour se connecter. Bon, ici, on a Realtek PCIe GBE Family Controller. Bon, ça, c'est la prise Ethernet que j'ai sur le port Ethernet plutôt que j'ai sur ma machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Wi-Fi. Donc, je vais laisser par défaut Intel Air Wi-Fi, etc., etc. Donc, vous, si vous souhaitez utiliser le port Ethernet, par exemple, si vous êtes connecté en filaire, eh bien, vous allez utiliser plutôt la carte Ethernet. Moi, je vais utiliser le Wi-Fi. Ok, donc on va faire OK ici, très bien. Et ici, on va réduire, on va revenir dans notre VM. Et avant de pouvoir faire un ping, donc là, moi, ça va marcher, mais vous, ça ne marchera peut-être pas si vous n'avez pas configuré votre adresse IP et le reste. Donc, on va faire ça tout de suite. On va configurer notre adresse IP, notre masque et notre passerelle, et ainsi que aussi les DNS. Donc, pour configurer le réseau, on va cliquer sur Activité. On va aller encore dans Afficher les applications. Encore une fois dans Paramètres. Bon, là, je vais le mettre au milieu, ici. Augmenter un petit peu la taille de la fenêtre. Tac, comme ceci, voilà. Ici, donc, on va aller dans le premier onglet à gauche, c'est réseau, c'est le tout premier onglet. Et là, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, de toute façon, c'est difficile de se tromper. Vous voyez que là, on a filaire. Donc là, filaire, vous dites, on a choisi Wi-Fi et on a filaire. Bon, en fait, il faut savoir que la VM, là, elle reconnaît la connexion comme une connexion filaire. C'est une connexion de toute façon virtuelle, c'est un adaptateur virtuel, donc peu importe, ça n'est pas important. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appuyer sur la roue crantée, en face de connecter 1000 mégabits seconde, on va appuyer sur la roue crantée. Et là, on a des informations sur notre connexion. Donc, on voit la vitesse de la connexion, notre adresse IPv4, notre adresse IPv6, notre MAC adresse, donc l'adresse matérielle, la route par défaut, ça c'est notre passerelle, et les DNS. Donc on va pas s'attarder sur ce qu'est tout ça, je ferai une playlist sur les notions réseau. On va tout de suite aller dans IPv4, l'onglet IPv4 là-haut, et ici vous allez saisir manuellement une adresse, ou alors si vous voulez utiliser le DHCP, vous pouvez aussi. Le DHCP, c'est en fait votre routeur qui va vous donner
automatiquement une adresse. Par exemple, lorsque vous allez dans un restaurant ou un bar qui a un accès Wi-Fi et que vous vous connectez à cet accès Wi-Fi là, eh bien vous n'allez évidemment pas avoir besoin de saisir une adresse IP, un masque, une passerelle, etc. manuellement. Tout ça va être fait par le routeur via le DHCP. Donc là, moi, il s'avère que j'ai choisi une adresse manuelle. Si vous le faites, assurez-vous bien évidemment que votre adresse IP n'est pas déjà prise par une autre machine et qu'elle ne fait pas partie de ce qu'on appelle le range DHCP, c'est-à-dire les adresses qui sont distribuées par le routeur au device qui essaierait de se connecter sur ce point d'accès. Donc là, moi, j'ai un masque en 255.255.255.0, donc c'est un /24. Si vous avez un masque différent, par exemple en /16, vous allez mettre évidemment 255.255.0.0. Voilà. Donc ici, la passerelle, ça c'est l'adresse de votre routeur, mais l'adresse locale du sous-réseau. Attention, c'est pas l'adresse IP publique, c'est son adresse IP locale. Donc assurez-vous de mettre la bonne IP en fonction de l'adresse locale de votre routeur. Et pour finir, on a ici les DNS, donc 8888, ça c'est les DNS de Google, c'est généralement ce que je mets, bon, on va dire quand j'ai pas beaucoup le temps de m'attarder sur la configuration réseau, je mets les DNS Google et comme ça tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc là vous faites appliquer si vous avez effectué des changements, moi je vais faire annuler, de toute façon parce que l'adresse a déjà été posée, je l'avais mise en off. Donc ici, on va refermer donc tous ces paramètres et là, regardez, on va faire un ping de www.google.fr. Donc pour rappeler une commande antérieure, donc pour rappeler une commande qu'on avait saisie avant, vous faites la flèche du haut. Donc voilà, la flèche du haut sur votre clavier, ça va automatiquement rappeler la commande en fait que vous aviez faite juste avant. Donc là, on fait entrer et là, regardez, on n'a pas du tout le même résultat, on a beaucoup plus d'informations et là, vous voyez que le ping fonctionne. On a une réponse de ce serveur là par 21s19-in-f3.1e100.net. Donc c'est un serveur de Google, je suppose que par c'est Paris, donc c'est un serveur de Google qui supposément se trouve en France. Donc là, voilà, vous voyez que on a une réponse et les temps de réponse également. Par exemple, on a 21.9 millisecondes, 23.7 millisecondes, 24.6 millisecondes, donc c'est pas trop mal. Donc ici, pour arrêter, parce que sinon là, il va faire un ping à l'infini, en fait, il va le répéter à l'infini. On fait CTRL-C, donc CTRL-C, et là, vous voyez qu'on a le résumé du résultat, 41 paquets transmis, 41 reçus, 0% de paquets perdus, et 41 secondes 3 plus exactement. Ici, on a d'autres informations, c'est pas très important tout ceci. On va dire c'est une moyenne, enfin c'est des stats quoi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer qu'on peut se connecter depuis l'extérieur en route. Donc le route, c'est le profil administrateur d'un système Unix Linux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est l'administrateur qui peut tout faire. Lorsque vous avez un utilisateur, on va dire un autre utilisateur que root, vous pouvez évidemment lui attribuer des privilèges, mais il n'en aura jamais autant que root. Vous pouvez évidemment élever vos privilèges à l'instant T pour à ce moment-là passer en administrateur et vous passerez automatiquement en root. Qu'est-ce que je veux dire par autoriser l'utilisateur root de l'extérieur ? Bien en fait, en Unix Linux, vous n'allez pas toujours avoir besoin de l'interface utilisateur, donc la GUI, et vous allez probablement souvent en revanche avoir besoin de vous connecter sur votre machine à distance. Donc pour l'instant, la connexion à distance avec le profil, par exemple Medor, elle est possible. Néanmoins, par défaut, la connexion avec le profil root ne l'est pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser ça et on va pouvoir faire un test, par exemple en utilisant un logiciel qui s'appelle PuTTY et qui permet d'ouvrir des connexions SSH. Donc SSH, ça veut dire Secure Shell. Ça va vous permettre d'ouvrir un shell sécurisé, donc une sorte de fenêtre de terminal sur votre machine hôte, donc pas sur votre VM Linux, mais sur une autre machine hôte de votre choix que vous voulez, en étant sécurisé et en pouvant faire un certain nombre de choses sur le terminal de votre VM. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de tout ça. Là, on veut un petit peu nettoyer notre fenêtre de terminal. Donc on va appeler la commande clear. On va faire entrer et là, vous voyez que la commande clear, elle nettoie tout ce qu'il y a dans notre fenêtre de terminal. Donc ce qu'on va faire avant de continuer, c'est qu'on va juste synthétiquement parler de ce qu'on voit à l'écran, parce qu'il faut savoir que si vous comptez devenir un utilisateur Linux quotidien ou même mieux un administrateur Linux, vous allez vous servir vraiment 99% du temps d'une fenêtre de terminal, de shell, SSH, etc. Donc ici, ce qu'on voit là dans le prompt, c'est le nom de l'utilisateur qui est connecté au shell. Donc c'est le nom de l'utilisateur qui a ouvert une fenêtre d'invité de commande ou un terminal. Donc ici, vous voyez que c'est Medor. Ensuite, le arrobas, c'est un séparateur entre le nom d'utilisateur et le nom de la machine. Ça, localhost, c'est le nom de la machine. On peut s'en assurer en tapant ici host name. Host name, je fais entrer.
Et là, vous voyez que on a ici le nom de la machine et le nom du domaine. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, pour l'instant c'est pas très important, on n'a pas besoin de le changer, ça n'a aucune importance. C'était juste pour vous montrer à quoi correspondait ceci entre les crochets. Donc ici on a un tilde, vous voyez le tilde, en fait le tilde il correspond à une sorte de raccourci de syntaxe pour désigner le dossier de l'utilisateur. C'est-à-dire que si par exemple je lance la commande, donc je vais clearer un petit peu le terminal, si je fais pwd, donc pwd ça va nous permettre d'afficher là dans le terminal l'endroit où on se trouve, donc c'est-à-dire dans quel dossier on est, le chemin si vous préférez dans lequel on se trouve actuellement. Je fais entrer et là vous voyez qu'on est dans /home/medor. Donc vous voyez que ce tilde correspond en fait à notre dossier Medor. Si on était connecté avec un autre utilisateur, eh bien évidemment le tilde correspondrait à un autre dossier utilisateur. Il correspondrait au dossier utilisateur avec lequel on est connecté au shell ou à la session sur GNOME. Donc par exemple, ici, si je fais cd, donc cd c'est change directory, ne vous inquiétez pas, toutes ces commandes-là, on va les voir dans des vidéos futures. Là, pour l'instant, c'est juste une petite introduction. Si je fais cd slash, donc slash, c'est la racine, c'est le root, c'est vraiment le file system de base, c'est là où se trouvent tous les autres file systems et tous les autres répertoires. Donc là, en fait, ce que je dis au shell, c'est de changer de répertoire et qu'on aille se placer dans la racine. Ici, vous voyez que maintenant, on a le slash à la place du tilde. Donc ici, si j'appelle la commande ls, donc la commande ls, c'est la commande qui permet d'afficher tout le contenu du dossier dans lequel on est, je fais entrer. Là, vous voyez que on a tout un tas de dossiers. En fait, ce sont des dossiers, enfin, des file systems Linux qui s'affichent. Donc, par exemple, boot, etc, lib, opt, srv, tmp, usr, etc. Donc, j'espère que vous allez reconnaître ici, dans certains des dossiers qu'on appelle des file systems, certains file systems que j'ai introduits déjà dans la vidéo précédente sur l'architecture Unix Linux. Voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ici qu'on voit et que sont listés les file systems et on voit qu'ils sont en fait dans la racine. Ok. Donc on a fini avec cette petite introduction rapide sur le shell et sur l'environnement du terminal. Maintenant ce qu'on va faire c'est que, comme je l'ai dit, on va permettre la connexion du root en SSH pour pouvoir exécuter des tâches sans avoir besoin d'élever nos privilèges à chaque fois qu'on exécute une commande assez touchy, assez importante et qui demande une élévation de privilèges. Maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer PuTTY. Si vous n'avez pas installé PuTTY, si vous ne savez pas comment installer PuTTY, je ferai une vidéo annexe pour vous expliquer comment on l'installe et comment on s'occupe de faire les paramétrages par défaut. Donc ici, on a une fenêtre PuTTY. Là, on a quelques cellules qui vont être importantes et les autres, on va pouvoir les ignorer pour l'instant. Donc ici, vous allez taper l'adresse IP de la VM. Donc là, je vous rappelle que je lance PuTTY depuis ma machine hôte. Je lance pas PuTTY depuis la VM, je lance vraiment depuis la machine hôte, c'est-à-dire mon Windows. Vous allez taper ici dans la cellule l'adresse IP de votre VM. Si vous ne vous souvenez pas de l'adresse IP de votre VM, bon, vous avez plusieurs solutions. Mais ici, si vous avez toujours le terminal ouvert, ce que vous pouvez faire, c'est ifconfig, entrer. Et là, vous allez trouver où se trouve votre adresse IP. Donc par exemple, ici, c'est ENPOS3. Inet, et là vous voyez qu'on a toutes les informations, le masque, le broadcast, la gateway également. Et ici ce qui nous intéresse c'est notre adresse IP. Donc on va revenir dans PuTTY et on va taper cette adresse IP, donc 192.168.1.99. Donc le port on le laisse tel quel, ça c'est le port 22, c'est le port SSH par défaut. Là on a juste à faire open et vous voyez ici que on a une fenêtre PuTTY qui s'ouvre et on nous demande un login. Donc on va se loguer en Medor. Voilà, je tape Medor, entrée. Le mot de passe de Medor, c'est Medor. Tac. Et ici, regardez, on est en Medor @localhost. Donc vous voyez que avec le tilde, on est exactement dans le même contexte, dans les mêmes conditions que lorsqu'on ouvre un terminal dans la VM elle-même, dans le GUI GNOME. Donc ici, le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Par exemple, si j'essaye de modifier le fichier qui va nous permettre de justement nous connecter en SSH via le profil root, si j'essaye de modifier ce fichier, je ne vais pas avoir les droits où il va me demander une élévation de privilèges. Et ça va être le cas en fait à chaque fois que je vais vouloir faire une modification, par exemple une écriture dans un fichier, un déplacement de fichier ou de dossier, une suppression de fichier ou de dossier, toutes ces opérations-là qui sont des opérations, on va dire, qui sont réservées en principe à l'administrateur du système, je ne vais pas pouvoir les faire à moins d'à chaque fois rentrer le mot de passe pour Medor, puisque Medor est quand même administrateur. Mais étant donné que je n'ai pas activé
le root SSH, je vais être obligé à chaque fois de saisir le mot de passe. Alors on verra qu'on peut faire autrement en utilisant par exemple la commande SU. J'ai préféré commencer par cette approche. Regardez, si je fais nano, donc nano c'est un éditeur de texte, donc on rentrera bien évidemment dans les détails sur toutes ces choses-là au fur et à mesure de la playlist. Donc là malheureusement c'est un petit peu compliqué de changer la taille de la police de caractère dans PuTTY, donc je vais essayer de zoomer au mieux que je peux pour que vous puissiez voir. Donc là si je fais nano etc ssh sshd underscore config, donc en fait ce fichier j'essaie de le modifier, sshd config, parce que c'est là-dedans qu'il y a la config nécessaire à la permission de root en SSH, et ça se trouve où? Ça se trouve dans etc ssh, voilà. Donc là si je fais entrer, voilà, en fait il me dit erreur lors de la lecture de etc ssh sshd underscore config, permission non accordée. Vous voyez ici, permission non accordée. Donc en fait, soit on utilise ce qu'on appelle sudo qui va nous permettre d'élever nos privilèges, il va nous demander un mot de passe et à ce moment-là on aura les droits pour modifier ce fichier-là, soit on le modifie directement dans notre VM, ce qui va être en fait mieux. Donc ici on fait CTRL-X pour quitter, et au lieu de le faire en SSH, parce que là en plus on voit pas grand-chose, on va le faire ici. Donc là on va refaire un petit clear, et on va faire sudo nano etc ssh sshd underscore config. Je fais entrer, là vous voyez qu'il me demande le mot de passe pour Medor, je tape Medor, et voilà, le fichier on le voit, on voit intégralement son contenu. Ce qu'on va faire, ce qui va nous permettre de nous connecter en route, c'est cette ligne ici, permit root login prohibit password. On va la modifier directement, on va enlever le dièse, parce que le dièse c'est un commentaire en bash, et au lieu de mettre prohibit password, on va mettre yes, ce qui veut dire qu'on autorise le login, la connexion à distance SSH en route. Ici, on fait CTRL-O pour écrire. Donc là, vous voyez que si je fais CTRL-O, il me dit nom du fichier à écrire, etc ssh sshd underscore config. Je fais oui, donc entrée. Et là, il dit 130 lignes écrites. Donc en fait, il a réécrit l'intégralité du contenu du fichier dans lui-même, si je puis dire. Ici, on quitte, on fait CTRL-X. On va redémarrer le service SSH parce qu'il faut que les modifications s'appliquent. Si on ne le redémarre pas, il va toujours lire, lui, le même fichier dans lequel les modifications n'auront pas eu lieu. Et du coup, en le redémarrant, il va reprendre le fichier tel qu'on vient de le modifier. Donc on va faire systemctl restart sshd. Là, il me demande une authentification, bien sûr. Bon, j'aurais pu faire sudo de la même manière. Là, je mets Medor, entrée. Et voilà, le SSH a redémarré, le service SSH a redémarré. Donc vous inquiétez pas, pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, un petit peu flou. J'utilise pas mal de commandes comme sudo, nano, systemctl, etc. Sachez simplement que pour l'instant, je les utilise parce qu'on a besoin de pré-paramétrer notre système, mais il est évident que je reviendrai dessus et que j'approfondirai chacune de ces notions et chacune de ces commandes. Ici, je relance PuTTY, je vais d'abord le fermer, je vais faire exit, je vais le relancer. Ici, je vais faire 192.168.1.99, open. Là, je vais me connecter en route. Alors, je ne vous ai pas montré ce qui se passait quand on essayait de se connecter en route avant de faire les modifications. J'aurais peut-être dû vous montrer. En fait, ce qui se passe quand on se log, quand on se connecte en route avant d'avoir modifié le fichier de config, c'est qu'au moment de taper notre mot de passe, donc quand il nous demande le mot de passe pour route, eh bien en fait, même en tapant le bon mot de passe, on aurait un access denied, donc un accès refusé. Et là, vous allez voir que on est bon. Donc là, j'ai tapé Medor parce que le mot de passe route, c'est aussi Medor. Donc ils partagent le même mot de passe avec l'utilisateur Medor, ce qui est absolument pas une bonne chose. Mais là, vraiment, c'est une VM de test pour vous apprendre à maîtriser Linux, Unix. Donc c'est pas important. Mais vous, encore plus si c'est une machine sur laquelle vous allez travailler et sur laquelle vous allez avoir des données sensibles et vous allez manipuler des données sensibles, assurez-vous déjà bien évidemment d'avoir un mot de passe costaud, donc un mot de passe de au moins 10 ou 15 caractères avec des caractères spéciaux, des chiffres, etc. Et bien évidemment de ne pas avoir le même mot de passe pour root et le même mot de passe pour l'utilisateur. Donc ici, regardez, là j'ai plus besoin de faire sudo ou de rentrer mon mot de passe, quelle que soit la manipulation que je fais. Regardez, si je fais nano etc ssh sshd underscore config, entrée, voilà. Il me demande rien, pas de mot de passe, rien du tout. Je peux faire ce que je veux. Je peux même supprimer des fichiers du noyau. Je peux supprimer des fichiers de config du système. Je peux totalement péter le système d'exploitation. Aucun problème. Root, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Donc bien évidemment, je vous déconseille de le faire, mais c'est pour vous dire à quel point en fait l'utilisateur root peut modifier et administrer le système de manière totalement illimitée.
Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation Unix Linux. Allez, ciao ciao.